Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Croisée des chemins. Alors, afin de prévenir d'éventuels blocages et ou fermetures de ma chaîne, nous avons mis en place un lien qui vous permet de nous laisser votre adresse mail pour garder contact en toute liberté. Donc, ce lien se trouve tout en bas, en dessous de la vidéo. Très bien. Commençons maintenant, sans plus tarder, par les nouvelles. Une directrice du renseignement national vient d'être nouvellement nommée. Elle va bientôt rejoindre l'administration. Le Sénat a été occupé, il y a quelque temps, à confirmer les membres du cabinet de Biden pendant que l'administration Biden s'installait à la Maison-Blanche. Mercredi, donc, le Sénat a confirmé la nomination d'Avril Haine au poste de directrice du renseignement national. Le Sénat a voté sa confirmation suite à une audition de la commission sénatoriale du renseignement la veille. Le sénateur Marco Rubio, président par intérim de la commission du renseignement du Sénat, a fait prêter serment, donc jurez-vous solennellement de donner à cette commission la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide, et c'était fait. Haine est la première membre du cabinet Biden approuvé par le Sénat. Tous les sénateurs démocrates ont voté pour la confirmation, tandis que 10 républicains ont exprimé leur désaccord. Haine sera à la tête de la communauté du renseignement de la nation. Avril Haine a dit « Je pense que notre approche de la Chine doit évoluer et répondre essentiellement à la réalité de la Chine particulièrement affirmée et agressive que nous voyons aujourd'hui. » Elle a poursuivi « La Chine est un défi pour notre sécurité, notre prospérité, nos valeurs, dans toute une série de domaines, et je suis favorable à une position agressive dans un certain sens pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. » Monsieur Warner, le principal démocrate de la commission et le président de la commission de l'époque, le sénateur Marco Rubio, ont tous deux déclaré que le PCC représente la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Sur la question de l'Iran, Haine affirme que l'administration Biden est prête à revenir sur l'accord nucléaire iranien si l'Iran s'y conforme également, et ce malgré le fait que le pays stocke du combustible nucléaire au-delà du seuil critique et bloque les inspections sur les sites suspects. Haine remplace l'ancien député John Ratcliffe, qui a occupé ce poste pendant près de 8 mois. Pendant son mandat, il a déclassifié les documents relatifs à l'enquête du FBI sur la campagne Trump. Cette enquête porte sur les allégations de collusion avec la Russie pour influencer l'élection présidentielle de 2016. L'enquête menée par l'avocat spécial Robert Mueller de mai 2017 à mars 2019 a conclu à l'absence de collusion entre la campagne de Trump et la Russie pendant la campagne de 2016. Il n'a trouvé aucune preuve d'une conspiration criminelle. L'administration Trump est connue pour sa ligne dure envers la Chine communiste, longtemps considérée comme l'antithèse de la liberté. Lorsque Trump a fait campagne pour sa réélection en 2019, le communisme contre la liberté était l'un de ses thèmes clés. Quelles étaient donc ses politiques à l'égard de la Chine ? Il a notamment soutenu Taïwan et Hong Kong, défiant des protocoles d'apaisement de Pékin qui considèrent Taïwan comme faisant partie de son continent alors que l'île démocratique le nie fermement. En septembre dernier, Keith Krach, qui est le sous-directeur d'État à la croissance économique, est devenu le plus haut fonctionnaire du département d'État à visiter Taïwan depuis 1979, date à laquelle le gouvernement américain a transféré la reconnaissance diplomatique à Pékin. Durant les derniers jours de l'administration Trump, le département d'État a supprimé toutes les restrictions auto-imposées au contact avec les responsables taïwanais, ce qui a jeté les bases de relations encore plus étroites avec l'île démocratique. En ce qui concerne la pandémie, les États-Unis ont également suivi l'exemple de Taïwan. Taïwan a été le premier à arrêter les vols en provenance de Chine. Trump a interdit les voyages en provenance de Chine le 31 janvier 2020, moins de 2 semaines après que la première infection ait été confirmée aux États-Unis. Il a qualifié à plusieurs reprises le virus de virus chinois et a critiqué le Parti communiste chinois, le PCC,
pour avoir supprimé les alertes précoces sur l'épidémie et autorisé les vols internationaux à quitter la ville tout en verrouillant Wuhan de l'intérieur. Sur la question du vol de propriété intellectuelle, l'administration Trump a également coupé les sources de revenus des entreprises privées liées à l'armée de libération du peuple et bloqué la menace d'espionnage posée par la technologie chinoise. Pour ce faire, elle a l'interdiction d'acheter les équipements et les logiciels à certaines entreprises tout en interdisant le commerce avec une longue liste d'autres entreprises. La liste des entités interdites au commerce contient maintenant des centaines d'entreprises chinoises dont beaucoup ont été mises sur une liste noire en raison de leur lien avec l'armée populaire de libération. L'administration Trump a également pris position sur les droits de l'homme, rompant avec des décennies de silence sur les abus du régime communiste chinois en sanctionnant les responsables du PCC. Il s'est également retiré de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, organisation où le régime chinois occupe des postes importants. Aux États-Unis, M. Trump s'est également employé à éradiquer l'infiltration communiste. Le communisme travaille à l'abolition de la propriété privée et de la libre entreprise, ce qui peut également être réalisé au fil du temps par l'augmentation des niveaux d'imposition et de réglementation. Trump a réduit les impôts, revitalisé l'économie américaine, rétabli l'emploi dans le secteur manufacturier et atteint les faibles niveaux de chômage. Et une question qui revient souvent en ce moment, quel est l'héritage du président Trump ? Certains ont dit que parmi les 5 ou 6 derniers présidents, il est le seul à ne pas avoir déclenché une guerre. Il a construit un mur frontalier et a réduit de manière drastique l'afflux d'immigrants illégaux. En bref, comme l'indique le site de la Maison-Blanche, des promesses ont été faites, des promesses ont été tenues. Mais beaucoup ont souligné que la restauration des traditions américaines était sa plus grande réalisation. C'est-à-dire aux idéaux et aux pratiques des pères fondateurs des États-Unis, la croyance en Dieu, l'américanisme, etc. Les réalisations énumérées ici sont en fait les exemples du changement fondamental qu'il a opéré. Il a également promu la liberté de religion au niveau national et mondial. L'une de ces réalisations est bien sûr la commission de Trump de 1776. Elle a été formée en septembre dernier. Lorsque Trump a signé le décret en novembre dernier, il a déclaré qu'il s'agissait, je cite, de mieux permettre à une génération montante de comprendre l'histoire et les principes de la fondation des États-Unis en 1776 et par là de former une union plus parfaite. Fin de citation. Trump a déclaré qu'il restaurait l'unité nationale en la fondant sur les principes fondateurs communs de l'Amérique. Pour en revenir à la déclaration d'indépendance, où il est dit que les États-Unis d'Amérique ont été fondés sur la conviction que la vie, la liberté et la recherche du bonheur sont des droits inaliénables, ces principes forment le cœur de notre identité américaine. L'objectif était d'aider les générations futures à se souvenir de ce sur quoi le pays a été fondé. La commission a publié un rapport quelques jours avant le départ de M. Trump dans lequel elle réexamine les principes fondateurs de la nation. Le rapport de 1776 note dans l'introduction, je cite, « Au cours des événements humains, il y a toujours eu ceux qui nient ou rejettent la liberté humaine, mais les Américains ne faibliront jamais dans la défense des vérités fondamentales de la liberté humaine proclamée le 4 juillet 1776. Nous devons toujours tenir ces vérités. » Fin de citation. Le rapport note ensuite la division entre les Américains dans leur compréhension de l'histoire fondatrice du pays et dans la manière dont ils devraient être gouvernés. Le rapport examine les principes et les idées énoncées dans la Déclaration d'indépendance. Il indique que ni l'Amérique ni aucune autre nation n'a parfaitement respecté les vérités universelles d'égalité, de liberté, de justice et de gouvernement par consentement, ajoutant « mais aucune nation avant l'Amérique n'a jamais osé énoncer ces vérités comme base formelle de sa politique et aucune n'a fait plus d'efforts ou n'a fait plus pour les atteindre. » Fin de citation.
Le rapport examine également les défis posés aux principes fondateurs de l'Amérique, dont certains sont historiques, comme l'esclavage, et d'autres plus contemporains, comme le progressisme, le fascisme, le communisme et la politique identitaire. Le rapport indique les arguments, les tactiques et les noms de ces mouvements ont changé et l'ampleur du défi a varié, mais ils sont tous unis par l'adhésion à la même fausseté, à savoir que les gens n'ont pas la même valeur et les mêmes droits. Le rapport met en garde contre les dangers que représentent les mouvements politiques modernes qui s'écartent des principes fondamentaux de l'Amérique, notant que de grandes réformes comme l'abolition, le suffrage des femmes, l'anticommunisme, le mouvement des droits civiques et le mouvement pro-vie sont proposés pour améliorer nos attachements aux principes de la Déclaration d'indépendance dans le cadre de la Constitution. Le rapport appelle également à un renouveau national de l'éducation qui enseigne aux futurs citoyens américains à se lever pour l'Amérique et à défendre notre mode de vie. 2 jours après la publication du rapport, le président Biden l'a annulé dans le cadre d'une action de l'exécutif. La commission de 1776 est généralement considérée comme une réponse directe au projet 1619 du New York Times qui dépeint les États-Unis comme une nation intrinsèquement raciste. La question en arrière-fond concerne l'histoire de l'Amérique. L'histoire de l'Amérique commence-t-elle en 1776, date de l'adoption par le Congrès de la Déclaration d'indépendance des 13 colonies, ou en 1619, l'année où les premiers esclaves sont installés sur le sol américain? 1 siècle et demi d'écart et autant de polémiques. Le projet de 1619, récompensé par le prix Pulitzer, consiste en une collection d'essais qui soutient que la raison première de la Révolution américaine était de préserver l'esclavage. Le projet 1619, initiative du New York Times publiée en série, établit l'arrivée des premiers esclaves noirs sur le sol nord-américain, plus précisément en Virginie, comme la date inaugurale de la Fédération nord-américaine. Le projet 1619 a été lancé en 2019 à l'occasion du 400e anniversaire du début de la pratique de l'esclavage aux États-Unis et dont nombreuses écoles et universités ont intégré son contenu à leur programme. Le rapport de la commission de 1776 avertit que les collèges et universités américaines sont devenus des foyers anti-américanisme, de diffamation et de censure avec l'intention de manipuler les opinions plus que d'éduquer les esprits. Le rapport fait spécifiquement référence à l'historien Howard Zinn et au projet 1619 pour empêcher les étudiants de voir l'humanité, la bonté, la bienveillance dans les personnages historiques de l'Amérique. Selon le rapport, les jeunes lecteurs se voient au contraire présenter une version déformée de l'histoire américaine. Le rapport a noté le révisionnisme historique qui piétine l'érudition honnête et la vérité historique fait honte aux Américains en ne mettant en évidence que les péchés de leurs ancêtres et enseigne des allégations de racisme systématique qui ne peuvent être éliminées que par plus de discrimination et une idéologie destinée à manipuler les opinions plus qu'à éduquer les esprits. Suite à la transition présidentielle, le rapport de 1776 a été retiré du site de la Maison-Blanche. Il peut toujours être consulté sur le site web archivé de la Maison-Blanche. Nombre des politiques du président Trump ont déjà été inversées sous la nouvelle administration. Dans son message d'adieu, M. Trump a déclaré que bien qu'une nouvelle administration, il a dit, je cite, « Le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer. Il n'y a jamais eu rien de tel. La croyance qu'une nation doit servir ses citoyens ne diminuera pas, mais au contraire se renforcera de jour en jour. » Fin de citation. Comme l'a dit Lincoln dans son discours de Gettysburg, un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais les gens commencent à se demander si c'est toujours le cas. Et alors que les grandes technologies interviennent et commencent à censurer la liberté d'expression. En parlant de liberté d'expression, une petite mise à jour concernant Parler. Une nouvelle entreprise DDoS Guard offre une protection contre les attaques par déni de service, distribuée et fournit des services d'hébergement.
Et le directeur de l'exploitation de Parler a déclaré au New York Times que DDoS Guard ne prend en charge qu'une page web temporaire. Il a déclaré que la société essaierait de trouver d'autres entreprises pour exploiter l'ensemble de son réseau de médias sociaux. Le site web a encore du mal à se mettre en ligne. Certains ont spéculé sur le fait que Parler va utiliser des services d'hébergement de la société russe et donc être soumis aux lois russes. Jeffrey Wernick, directeur général de Parler, ne préfère pas utiliser les services d'hébergement de la société russe et préfère trouver une entreprise américaine pour cela. DDoS Guard affirme qu'il ne divulgue pas les données de ses clients à des tiers. Parler a été mis hors ligne par les services web d'Amazon, Amazon, Apple et Google, qui ont tous retiré Parler. Parler poursuit actuellement Amazon, disant que la société n'a aucune preuve que la plateforme de médias sociaux a été utilisée pour inciter la violation du Capitole. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de mettre votre adresse mail sur le lien qui vous est mis juste en dessous de la vidéo pour que l'on puisse garder contact. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.